Salut les amis de montagne. Oui, on est aujourd'hui deux, Vincent et moi, et on va discuter un peu sur les stations de ski dans le Pyrénées, dans les Alpes, dans le monde entier. Allez, à tout de suite. Bon, oui, je suis aujourd'hui avec Vincent. Salut Vincent. Bonjour. Peux-tu te présenter avec deux petites phrases? De petites phrases, ça va être très compliqué. Euh, je suis professeur émérite des universités. J'ai travaillé pendant 45 ans en termes de recherche sur les stations touristiques, et notamment les stations du littoral, mais également beaucoup de montagnes. Ok. Et dans les stations de montagne, il y a des stations de ski, pas seulement, mais il y a des stations de ski aussi. Et donc, toutes les questions de transition touristique, de modification du système de loisirs et de transformation de la montagne liées finalement à cette insertion d'une activité de plus en plus outdoor et indoor en montagne, en haute montagne, pose des problèmes d'adaptation et de modification. Mais ça veut dire que toi, tu es passionné des montagnes. Oui, Tu allais tout le temps aussi pour tout le le temps en loisir. montagne pour les loisirs, et je suis aussi écologue amateur. Je ne suis pas Et- seulement urbaniste, aménageur et spécialiste du tourisme. Ok. Et tu fais des randos, tu fais du ski? Je fais du rando, je fais du ski, je fais de la trappe, c'est-à-dire en fait, j'essaie avec des appareils photo de capturer la faune sauvage, et ça peut être en affût des longues nuits ou journées. Il faut être Oui, très ça veut dire patient. que tu es passionné. Et je fais Une passion. Et je fais de l'affût pour les touristes aussi. Ah, C'est-à-dire que les visiteurs et les skieurs, je me cache derrière des rochers, je vois combien on passe, à quelle vitesse, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se comportent. J'ai fait énormément ça depuis les ah. 15 dernières années. J'espionne en fait, je suis un espion. Alors, si vous voyez des fois un peu des cheveux qui sortent des roches, c'est Vincent. Voilà. Je me déguise. Alors oui, la thématique, c'est les stations de ski. Oui. Euh, mais le problème vient surtout aussi du changement climatique. Oui. Pour toi, le changement climatique, il est vrai. Oui, absolument. Oui, de toute façon, on peut le constater directement, actuellement, mais déjà depuis 5 10 ans. Sur site, on voit très bien que l'enneigement devient extrêmement aléatoire. Il monte en altitude, la couverture nuageuse diminue en épaisseur, et la variabilité finalement de l'enneigement naturel est compensée peu à peu par l'enneigement de culture, comme ils disent les productivistes, c'est-à-dire artificiel en fait. Tout ça témoigne finalement d'une modification du climat actuellement en cours déjà, et assez forte dans les massifs montagneux. Ok. Et ça veut dire, bon, moi, je vous avais déjà montré un peu l'augmentation, les problématiques avec les températures qui augmentent, l'écologie qui change, tout ça. Mais ce changement climatique, tu as parlé déjà du culture des neiges, mais qu'est-ce qui change de plus pour les stations de ski? Beaucoup de choses. Parce qu'en fait, une station de ski, c'est un peu comme un écosystème, mais plutôt avec des implications en termes sociales et humaines. C'est-à-dire qu'une station de ski, c'est une forme finalement d'entreprise en altitude qui doit assurer des services, en fait, un loisir, en le facturant. Et derrière ça, il y a tout un système qui l'alimente, qui est un système fondé sur de l'habitat, de l'immobilier, du transport, parce qu'il faut aller en station de ski. Et d'ailleurs, ces deux facteurs-là sont les principaux pôles producteurs de gaz à effet de serre actuellement, toujours en station de ski, d'une part. Et puis d'autre part, il faut qu'elles assurent également de l'enneigement, parce que c'est le produit même finalement de leur activité. À partir du moment où ce produit devient de plus en plus coûteux,
du fait du changement climatique à assurer, et il devient coûteux pour deux raisons que je vais aborder, mais à partir du moment où ça devient de plus en plus coûteux, elles se retrouvent de plus en plus en difficulté, où elles doivent changer de gamme de clientèle pour que cette clientèle puisse accéder à ces services. Oui, oui, j'ai bien vu aussi les prix Oui, qui augmentent. de passe, ça augmente Ça augmente chaque année. régulièrement depuis le début. Depuis le début, mais là, des dernières années, ça a augmenté plus rapidement. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Et l'érosion du nombre de skieurs continue, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de skieurs, ils sont de plus en plus âgés. Mhm. Il y a de moins en moins de jeunes, c'est réservé à une clientèle de plus en plus aisée, avec l'artificialisation de l'enneigement. Il y a le coût de l'énergie qui augmente, Ah bah oui. bien sûr, et il faut beaucoup d'électricité. Hein. Ok. Actuellement, les canons en neige en France, par exemple, c'est l'équivalent en consommation électrique d'une ville de 50 000 habitants. Oui, j'ai lu quelque part, c'était 600 gigawattheures, Oui, qui est plus ou moins la consommation d'une ville comme Grenoble. oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc c'est énorme et ça augmente forcément et le coût augmente également, sauf pour quelques rares stations qui ont une énergie moins chère parce qu'elle est produite localement. Bon. Et puis d'autre part, il y a la ressource en eau qui est tout à fait nécessaire. Mhm. Ok. Oui, on a dit que ça coûte plus en plus cher, c'est peut-être plus en plus restreint à une certaine groupe des gens, mais cette groupe, ça va dire, c'est une petite proportion de la population. Oui, tout à fait. En fait, on est à moins de 7% en activité de l'ensemble de la population par rapport à l'activité ski alpin Mais, en France. ok. Voilà, 7%, c'est très peu. Oui, c'est très peu, mais C'est ça veut dire ça reste une forte minorité en nombre, mais peut-être pas avec l'argent. On appelle ça en tourisme une clientèle de niche. Donc Ouais. effectivement, peut-être pas avec l'argent. C'est-à-dire que les stations qui sont les mieux dotées, qui sont les plus hautes en altitude, qui sont déjà bien installées dans le marché. Alors en France, c'est surtout les grandes stations alpines très très hautes. En Suisse, c'est Davos, Zermatt, Crans-Montana. Ouais. Par exemple, donc, en Autriche et ailleurs dans le monde, c'est à peu près le même système. En fait, ces stations-là arriveront encore à tenir bien des années parce qu'elles disposent d'une clientèle fidèle qui peut pratiquer ces sports et qui, derrière, peut assurer finalement le financement de ces séjours qui coûtent cher parce que le produit touristique en ski est parmi les plus chers de tous les produits touristiques. Alors, j'ai aussi lu que on a 42 stations qui ont été impliquées dans dans le monde entier, hein, dans les Jeux olympiques d'hiver. Oui. Et si je me souviens bien, au 2050, c'est que 4 qui sont encore suffisamment de neige pour continuer à fonctionner. Oui. À cet argument-là, les stations qui ne peuvent pas vont répondre qu'elles le peuvent toujours avec de la neige artificielle. Mais ça existe une règle là-dessus, non? Oui, il y a une règle, et puis d'autre part, il faut savoir que la neige de culture n'a pas du tout les mêmes qualités skiables que la neige normale, naturelle. Elle est beaucoup plus dure, ça forme très très vite de la glace, elle est beaucoup plus accidentogène, et même actuellement dans les Alpes, par exemple, les professionnels se plaignent du nombre d'accidents cet hiver. Dû à la neige de culture. Ça a un vrai impact sur la santé des gens, alors. Absolument. Ah oui, bah ça c'est intéressant. Il y a de plus en plus de skieurs qui n'osent même plus aller skier, qui arrêtent. Sur le neige artificielle, parce que c'est trop dur, ça Parce fait... que c'est trop dur, parce que c'est trop dangereux. Hein? Il y a vraiment trop de morts. Hein. Oui, non, mais nous, on a fait une petite balade en hiver, là, vers Gussé-Neige. Mhm.
Et je me dis, ça fait vachement du bruit quand ils descendent parce que c'est trop dur. C'est que la classe et ça fait en permanence. Ah ouais, j'ai mieux compris. Ce que j'essaie alentour de ça aussi, c'est parce qu'il est tellement dur, ça abîme aussi la végétation qui est dessous. Absolument. Alors, il y a des impacts pour la végétation, pour les sols. Alors, pour les sols, c'est une forme finalement d'asphyxie des sols. Et parce que la neige de culture reste beaucoup plus longtemps, elle est damée, elle est très tassée, elle est très dure. Et donc, elle fond beaucoup plus tard. Donc, les sols sont moins aérés. Et ça a des conséquences, bien entendu, hydriques et des conséquences également sur tout ce qui est en aérobie en termes de fonctionnement. Donc, avec beaucoup plus de champignons l'été et également des impacts sur la végétation qui changent, qui est modifiée de ce fait-là. C'est plus la même végétation. Ça veut dire en printemps-été, on doit voir exactement où sont été tes pistes. Oui, oui, tout à fait. On les voit. Et ça a même des impacts du fait finalement des différentes conséquences écosystémiques sur la faune. Donc on n'a plus tout à fait la même faune. Et puis même l'hiver, la faune habituelle est dérangée par le bruit des canons. Mais... Oui. Oui. Ouais. Parce que le problème également, qui est un gros problème technique, c'est que les canons produisent la nuit parce qu'il faut un minimum de température et les minima sont bien entendu nocturnes. Et il fait fonctionner ces canons de neige chaque nuit ou c'est que certaines nuits Normalement, c'est que certaines nuits, mais la plupart du temps, c'est chaque nuit, pour assurer une couverture toujours à peu près dense, équivalente, etc. Donc c'est pour des raisons techniques. Et puis il faut également assurer tous les jours un peu de production de neige de culture pour que les dameuses puissent l'amener là où elle s'use, là où elle s'est été rodée pour faire des pentes tout à fait convenables à la clientèle qui paye très cher pour assurer finalement leur sport favori, quoi. Et tu as un chiffre, combien ça coûte la couture de neige Oui, on a des chiffres, ce sont des moyennes. Est-ce qu'il faut les donner? Je préférerais pas, parce que ce sont des macros moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. On peut dire globalement que ce chiffre augmente, et il augmente de telle manière que, dans la plupart des cas, les stations moyennes ne réussissent pas à augmenter les prix de vente des forfaits suffisamment pour couvrir finalement le coût de cette production de neige. Là, on est plus dans le domaine de l'offre et de la demande, mais c'est très important, parce qu'à partir du moment où une station ne peut plus couvrir ses propres coûts, bien entendu, elle est obligée de fermer. Et c'est essentiellement pour cet objet-là que les stations ferment. Ok, c'est surtout parce que leur modèle économique ne tient pas. Et pas rembourser les emprunts. Et ça, c'est un problème partout ou particulièrement aussi dans les Pyrénées? Ah, c'est un problème partout, absolument partout. Bien sûr, dans les Pyrénées, parce qu'il y a beaucoup de stations de moyenne montagne ou à basse altitude dans les Pyrénées, mais il y en a également autant dans les Alpes du Sud, par exemple, et puis en Auvergne, et puis dans les Vosges. Dans les Vosges, même, on pense qu'il y en aura bientôt plus. Oui, dans les Pyrénées, combien de temps on va avoir encore des stations de ski? Dans les Pyrénées, je pense que dans 20 ans, il en restera 2 ou 3. C'est-à-dire, en gros, Grand Valira, et puis Baqueira, éventuellement, quoi. Voilà, dans les Hautes-Pyrénées, je suis même pas sûr qu'il en restera. Ouais, parce que bon, certaines des grandes stations dans les Alpes, ils essayent de compenser parce qu'ils veulent encore monter, etc., etc. Mais tout ça, ça vient aussi avec des interventions lourdes pour l'infrastructure, pour les télésièges, etc. Et évidemment, c'est une montagne. Le surface est de plus en plus petit vers le haut, ça veut dire le dérangement
de la faune va être de plus en plus important. Il ne faut pas oublier également que les collectivités territoriales, c'est-à-dire les stations de ski, financièrement ne peuvent vivre que par les retombées fiscales liées au séjour dans l'immobilier. C'est-à-dire finalement dans les appartements ou les maisons ou les chalets, voilà. Or, on a un parc, notamment en France, mais pas seulement bien sûr, qui est un parc immobilier qui vieillit, qui devient obsolète, qui devient extrêmement difficile à moderniser et à mettre finalement aux nouvelles conditions thermiques. Il faut réinvestir. La clientèle n'a pas nécessairement les moyens de réinvestir pour mettre à niveau thermique à la fois la résidence secondaire et la résidence principale et la résidence secondaire. Et de ce fait-là, on a un vieillissement du parc immobilier avec l'apparition de friches touristiques en station qui dévalorisent simplement le paysage même et la vie urbaine de la station, et donc il n'y a plus de retombées économiques parce qu'il y a un délitement de la clientèle. Okay. Ça participe à l'érosion de la clientèle. Ça veut dire aussi, sans les subventions, ces stations sont mal à fonctionner. Les subventions font une grosse partie de leurs revenus. Ah, ça c'est beaucoup plus compliqué. Elles reçoivent très peu de subventions de fonctionnement. Ce sont essentiellement des aides au réinvestissement, au rééquipement. Mais là, bien entendu, du fait de la diminution des crédits publics qui s'en vient tout droit, dans tous les pays d'ailleurs, hein, quels qu'ils soient, du fait même du coût de l'adaptation, la transformation et de la transition énergétique et globale, on va avoir des manques à gagner, certains, oui. Ok. Et donné que les stations de ski viennent avec des grosses infrastructures, là tu parles même de certains immeubles qui viennent désolés parce qu'ils sont plus aux normes, etc., etc. Mais qui va les déconstruire? Personne. Pour l'instant, les nouveaux équipements, ceux qui ont été construits pour la France, ceux qui ont été construits après 2016, doivent être démontés par l'organisateur, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'organisme qui les a construits. Mais depuis 2016. Avant 2016, on ne sait pas. Et les plupart sont avant de 2016. Bah bien sûr. Quasiment tout le parc, par exemple français, mais même européen. Mais ça veut dire que c'est aussi le contribuable qui va à la fin payer pour la déconstruction pour l'instant, de toutes les stations ski. Oui, oui, d'une certaine âge, de ces équipements obsolètes et laissés à l'abandon. C'est pour ça qu'il y a des associations comme Mountain Wilderness qui se sont spécialisées bénévolement dans ce démontage. Ok. Mais c'est du bénévolat. Ouais. Et le travail est immense. Ben oui, c'est gigantesque. Et autrement, ça rouille. Je peux donner des noms ici de stations pyrénéennes, par exemple, mais également dans les Alpes, où les équipements ne sont pas démontés et où ça rouille sur place, qui n'est pas excellent. Et on a la même chose avec certaines des anciennes mines. Absolument. Qui sont aussi laissées à abandon. Et parfois, il y a les deux. C'est-à-dire, dans le même lieu, il y a à la fois la mine qui rouille et les équipements de ski qui rouillent également. Ok, bon, ça c'est pas des bonnes nouvelles quand même, parce que... Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, non. Parce que bon, si on se balade dans la montagne et on nous tombe une télésiège sur la tête parce qu'il n'était pas défait, c'est pas... Oui, il y a pire que ça. Il y a aussi de la pollution. Il y a la pollution paysagère, il y a le risque, effectivement, l'accidentologie, mais il y a aussi une forme de pollution plus insidieuse, des nappes phréatiques, ce genre de choses, par... la rouille, ça c'est que la rouille encore ça va parce que c'est assez naturel, mais il y a autre chose que du fer hein, dans les remontées mécaniques et dans les équipements qui sont hauts. Il y a beaucoup de caoutchouc, il y a beaucoup de plastique. Bah oui. Beaucoup de plastique. Et donc on sait très bien que tous les plastiques, c'est vraiment, ça finit à l'océan, quoi. Hein. Ben oui, malheureusement, tout aller au océan, surtout celle des Alpes, va aller en Méditerranéen qui garde tout, parce qu'elle n'a pas beaucoup de sorties. Hein. Bon,
on a parlé beaucoup de la socio-économie, etc. Tu as parlé un peu du pollution plastique. C'est d'abord tous les aliments, les chaussures, les vêtements maintenant, tout c'est du plastique. Mais ils ont aussi eu un peu l'idée de mettre des pistes plastiques pour l'été, pour changer un peu leur modèle économique. Pour l'été et pour l'hiver, malheureusement, parce que c'est aussi parce qu'il y avait un manque d'enneigement, y compris d'ailleurs avec les enneigeurs artificiels, c'est-à-dire que la neige artificielle, la neige de culture, ne tenait même pas au sol, vu la hausse des températures. Donc ils ont été obligés, dans certains lieux, enfin obligés non, ils ont choisi de mettre des pistes synthétiques. Bon, il y a 2 stations qui sont connues en la matière, hein. Dans les Pyrénées c'est Artoust et puis il y en a une dans les Alpes du Sud. C'est pas encore trop alors, on a un C'est peu pas la encore trop, non, mais on a très peur quand même. Les scientifiques quand même redoutent que ça se généralise. Oui, parce qu'il n'y a pas d'interdiction par rapport à ça, pour l'instant. Oui, mais pas interdiction, mais bon, si je frotte sur quelque chose en plastique, on va créer du micro et nanoplastique. Oui, Ça veut dire on va polluer tout alentour. oui, C'est sur des hectares et des oui. hectares. Et bon, tu as déjà dit, le neige artificielle est dur, Hum. mais les pistes plastiques, C'est totalement artificiel, c'est-à-dire que ça devient un sport totalement artificiel. Mais il y a toute une partie de la clientèle qui ne s'en émeut pas, hein, qui ira pratiquer à partir du moment où il y a de la pente et où ils sont en montagne, hein. Surtout si c'est uniquement pour faire la jonction entre deux zones enneigées, Ok. en fait. On a une piste du neige artificielle on Qui- connecte avec notre piste Absolument. avec une piste en plastique. Voilà. C'est Artoust, ça, hein. C'est ça, Ouais, tout mais ça. ça, Artoust, c'est ça. Ah En oui, fait, ok. Ah oui, il y a 100 mètres, c'est pas énorme, 100 mètres, mais enfin 100 mètres sur 10 mètres, bon, on calcule vite. voilà, c'est Voilà. quand même un petit. Bon, mais c'est ça le lien. Ça permet de faire le lien et d'amener les gens sur la neige artificielle. Donc on passe d'une piste artificielle en plastique à une neige artificielle. Et puis, si tout va bien et si on arrive assez haut, on aura peut-être encore de la neige naturelle pour aller une dizaine, une quinzaine d'années. En fait, toute la dimension politique et humaine là-dedans essaie de tenir le plus longtemps, d'aller jusqu'au Oui, bout mais- du cul-de-sac. Mais tôt ou tard, il faudra arrêter. Mais un moment, c'est fini. Ah oui. Si je me souviens bien, Sapporo, la station ski, c'est la plus haute du monde. C'est la seule qui va rester à la fin. Oui, enfin, à moins d'aller, sans aller nécessairement en hauteur du point de vue de l'altitude, on peut aller en hauteur du point de vue de la latitude, c'est-à-dire qu'on peut aller toujours skier, faire du ski en Norvège ou en Finlande, ou en Suède même, hein. La Finlande est quand même assez plate, hein. Il y a des stations en Finlande, je les ai Oui, visitées. mais, Et en Norvège, il y a encore des stations. Et là, il y aura encore du ski pour des décennies. mais C'est le bon. fait de la latitude. Mais que nous, on aime bien des Pyrénées. Oui, Dans les ça, Pyrénées, ça va être un peu juste. Dans les Pyrénées, en 2050, je crois qu'on arrêtera de parler du ski. De toute façon, il faut bien voir quand même que même du point de vue économique, par rapport au discours ambiant qu'on peut entendre, le ski dans les Pyrénées n'est vraiment pas quelque chose de très très important. Il y a à peu près 100 000 emplois touristiques dans les Pyrénées. 10% de ces 100 000 emplois, c'est les stations de ski alpins, pas plus. Ok. Voilà. Donc c'est pour donner une Et quelles options existeraient pour créer d'autres emplois? Ah, ça c'est la question. C'est la question que tout le monde pose et tout le monde y répond en général avec des affirmations plus ou moins fondées. C'est tout le problème également du regard sur l'avenir, hein. Ouais. L'avenir, on ne le détermine pas. Ça dépendra de tellement de facteurs qu'on ne maîtrise pas, notamment en termes de clientèle. On ne sait pas. Pour ce qui est de la neige, en fait, je crois qu'il faut faire confiance aux activités de pleine nature, mais ça nécessite
qu'on s'adresse à une clientèle qui connaisse bien la montagne, parce que c'est le ski de randonnée, que ce soit raquette ou ski, peu importe, hein, ce genre de choses, avec d'autres types d'impacts. C'est là qu'il va falloir surveiller, notamment en termes de flux et d'impact des flux sur la faune. J'ai bien peur que ça ne va pas améliorer Non, la parce chose que là, pour il y a une grande dispersion en fait, des flux Oui, dans c'est ce ça. cas-là. Ouais. L'avantage des pistes de ski, pour artificielles qu'elles soient, C'est l'avantage. c'est un avantage. C'est qu'elles concentrent la clientèle dans des secteurs extrêmement définis et qu'ailleurs, la nature a encore quelques droits. Voilà, je dirais cela si on veut opposer nature et culture, hein, pour parler comme d'Escola. Mais évidemment, dès lors que vous lâchez des masses ou un grand nombre de pratiquants en pleine nature, ils vont dans tous les sens. C'est ce que j'ai observé justement derrière mes rochers. Et oui, il y en a beaucoup plus partout qu'on pourrait le croire, et là, de plus en plus. Et ça, c'est très gênant pour la faune. Nous on l'a déjà vu aussi dans notre travail, après le Covid. Pendant le Covid, tout le monde a réalisé on a des montagnes. Et là, depuis, bon, oui, c'est une augmentation assez importante. Pour rencontrer un loup, par exemple, il m'a fallu 10 ans, quoi, hein, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, parce qu'il est très gêné. Il sent l'humain à plus d'1 kilomètre, hein, donc, alors que nous, on ne le voit pas, bien entendu, mais même en affût, est bien préparé et désodorisé, etc. Surtout, certains de nos concitoyens, ils parlent quand même assez fort quand ils sont en montagne, ça veut dire loup, l'ours, et d'autres, ils l'entendent des kilomètres avant. Absolument. Après, ils se cachent. Bon, mais merci pour cette première aperçu des stations, des questions sociétales, économiques. Mais on va peut-être faire une deuxième petite vidéo sur l'impact sur la faune sauvage. Oui. Mais merci pour l'instant et à la prochaine. Avec plaisir. Au revoir.